notre dernière demi-journée sur la méditation. Donc, comme d'habitude, on commence par calmer l'esprit. Avant de faire quoi que ce soit d'autre. Pour ça, donc, on amène notre attention sur la respiration. Donc, la respiration est toujours là, prête à nous aider, chaque fois qu'on en a besoin, chaque fois qu'on se sent tendu, irrité ou absent. C'est une méthode très efficace pour revenir immédiatement à l'instant présent. Vous respirez normalement, naturellement. Il n'y a pas d'effort à faire, quoi que ce soit. On verra plus tard une autre technique. Pour l'instant, juste celle-ci. Juste respirer normalement. Donc vous prenez la posture de méditation qui vous convient, en observant les 7 points, si possible. Vous parcourez votre corps pour détendre toutes les tensions. Si vous voulez, vous pouvez compter aussi les respirations, les cycles respiratoires, pour être encore plus attentif et présent. Détendez bien les épaules, la colonne vertébrale bien droite, bien alignée. Vous vérifiez que vous n'êtes pas trop penché vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Que les épaules ne penchent pas, ni trop à droite, ni trop à gauche. Vous essayez de trouver l'axe grâce auquel les énergies peuvent vraiment circuler, bien circuler. Donc pour ça, on peut essayer d'aller un peu à l'arrière, parce qu'on a tous tendance à aller vers l'avant. Donc vous allez un petit peu en arrière, jusqu'à ce que vous sentiez que tout d'un coup, dans votre esprit, ça devient plus clair. Plus détendu. Essayez de trouver cet axe. Quand vous l'avez trouvé, vous portez toute votre attention sur votre objet, sur la respiration. Ou si vous préférez, sur le Bouddha Shakyamuni, en imaginant qu'il est là devant vous. Si vous visualisez le Bouddha Shakyamuni, vous imaginez que la lumière dorée qui émane de son corps inonde toute la pièce, touche tous les êtres qui sont ici. Il s'étend dans toutes les directions, apportant de la paix, du bonheur, du bien-être à tous.
Ensuite, vous développez une motivation altruiste pour cette session de méditation. Pensez que vous ne méditez pas uniquement pour vous-même, pour votre seul intérêt personnel, mais que vous prenez ce temps pour méditer et développer votre esprit afin de devenir une personne qui a plus de sagesse, plus de compassion, plus de bienveillance. Une personne qui a une plus grande capacité à être bénéfique aux autres. Donc on va voir maintenant une méditation qui purifie les canaux subtils en profondeur et qui permet d'avoir une méditation plus stable et plus claire, surtout après manger. Ça évite de s'endormir. Donc il n'est pas recommandé de la faire avant d'aller se coucher, sauf si vous voulez méditer pendant toute la nuit. C'est une technique aussi très efficace pour détendre le corps et l'esprit avant de développer de la concentration en un point, ou même la concentration analytique sur n'importe quel sujet que ce soit. Donc vous continuez à bien observer le souffle, le mouvement d'entrée et sortie du souffle, in and out. Et vous alliez imaginer ou visualiser, donc vous pouvez fermer les yeux pour faire cette pratique, c'est pas la peine d'avoir les yeux ouverts. Vous pouvez les fermer ou les garder ouverts comme vous voulez. Donc vous imaginez que dans votre corps, il y a trois canaux parallèles. Un central et flanqué donc de deux autres, un à droite, un à gauche, de deux canaux latéraux. Ces canaux sont ronds, ils sont creux, ils sont de la taille d'une paille à peu près, vous savez, d'un stylo bic transparent. Ils sont très fins, très délicats, très lisses, très flexibles, très souples et très lumineux. Donc le canal central est plutôt bleu clair, et son point de départ se situe entre les deux sourcils. Donc, il part des deux sourcils, il monte vers le haut, il s'incurve vers le haut, avant de descendre le long de l'arrière du crâne, un peu comme le manche d'un parapluie. Puis il continue tout le long du corps, devant la colonne vertébrale, jusqu'à un point qui se situe environ à 4 doigts en dessous du nombril. Ça, c'est le canal central. Ensuite, le canal de droite est rouge. Il part de la narine droite. Pareil, il remonte vers l'arrière et il court vers le bas sur le côté droit du canal central. Et il s'arrête, pareil, au point situé à une largeur de 4 doigts sous le nombril. C'est le canal de droite. Le canal de gauche est blanc. Il part de la narine gauche. Il longe le canal central sur la gauche
jusqu'au point situé à une largeur de 4 doigts sous le nombril. Donc on imagine que les extrémités des 3 canaux en bas se rejoignent au même point, à ce point qui est en dessous du nombril. Essayez de rester concentré un moment sur cette visualisation des 3 canaux. Et maintenant, vous allez prendre votre index. Avec votre index, vous allez boucher la narine gauche. Vous allez la maintenir fermée avec l'index. Vous allez inspirer doucement et complètement par la narine droite. Et vous imaginez que vous envoyez de l'air tout le long du canal de droite jusqu'à son extrémité. Imaginez ensuite que l'air passe du canal de droite dans le canal de gauche, et là votre index va venir appuyer non plus la narine gauche, mais la narine droite. Et là vous pouvez expirer, doucement et complètement, par la narine gauche. Et vous imaginez que toutes les impuretés qui sont dans vos canaux, toutes les distractions mentales, la torpeur, etc., tous les obstacles sont expulsés avec le souffle. Et on recommence encore 2 fois, donc 3 fois en tout. Quand on expire, on essaie de ne pas faire trop de bruit. Ensuite, on inverse le processus. On maintient la narine droite fermée avec l'index et on inspire profondément par la narine gauche, en envoyant tout l'air tout le long du canal de gauche jusqu'à son extrémité. Ensuite, l'air passe du canal de gauche dans le canal de droite et votre index vient appuyer non plus sur la narine droite, mais sur celle de gauche. Vous expirez doucement, complètement, par la narine droite, en imaginant que toutes les impuretés sont expulsées avec le souffle. Donc on répète ce processus 3 fois. Quand vous êtes terminé, vous inspirez lentement et profondément par les 2 narines à la fois, de sorte que l'air est envoyé jusqu'aux extrémités des canaux droit et gauche. Et lorsque vous expirez, vous imaginez que l'air remonte le long du canal central et que vous expulsez toutes les impuretés par l'extrémité du canal central situé entre les 2 sourcils.
Ensuite, maintenant, donc, vous imaginez que vos 3 canaux sont complètement purs, complètement lumineux, complètement nettoyés. Donc, normalement, au bout de 9 rondes, comme ça, notre esprit doit être suffisamment calme et paisible pour pouvoir méditer. Si ce n'est pas le cas, si on sent que c'est encore éparpillé, on recommence ce processus de 9 rondes. Et une fois que vous avez terminé le cycle qui vous convient, vous passez quelques instants à simplement respirer tranquillement, de manière calme et régulière, en imaginant que votre souffle circule librement à travers les canaux. Maintenant que votre esprit est bien clair, je vais vous laisser faire une méditation, la même méditation analytique qu'on a fait ce matin sur la précieuse existence humaine. Mais c'est vous qui allez la faire sans que j'intervienne. Donc essayez de vous rappeler les différents points. C'est pas la peine, si vous n'avez pas tous en mémoire, c'est pas grave. Essayez de retrouver ce ressenti où on ressent vraiment qu'on a toutes les conditions favorables pour pratiquer le Dharma, que c'est une chance extraordinaire et qu'il ne faut pas la gaspiller. Ça sera la conclusion. Donc je vous laisse pendant 10 minutes pour essayer d'amener des raisonnements, des analyses, du vécu, de la créativité dans votre méditation pour générer cet état-là.
Je vous rappelle la technique, donc il faut essayer d'associer la méditation stabilisatrice et la méditation analytique. Parce que lorsque vous arrivez à un certain ressenti qui correspond à la méditation que vous pratiquez, vous arrêtez l'analyse et vous vous concentrez sur cet état. Et quand l'état cesse, vous reprenez l'analyse où vous l'avez laissé, vous allez essayer d'aller plus en profondeur encore, jusqu'à refaire surgir un nouveau ressenti. Et pareil, vous vous concentrez sur ce ressenti. Donc, ce ressenti est très personnel. Il varie suivant les individus, et ce n'est pas forcément quelque chose de extraordinaire, juste un ressenti. Et quand vous êtes arrivé à cette conclusion, que cette existence humaine est incroyablement précieuse et incroyablement bénéfique à soi et aux autres, on reste complètement immergé dans cette sensation, dans cette conviction, et on génère la force, l'aspiration à l'utiliser de la meilleure manière possible pendant tout le temps qu'il nous reste à vivre. Alors, est-ce que vous avez des choses à partager par rapport à cette méditation, des choses soit à clarifier, soit des ressentis à partager, des difficultés rencontrées ou des obstacles qui surgissent, ou au contraire la félicité totale. Prenez le micro, oui, s'il vous plaît, merci. Alors moi j'ai trouvé difficile d'aller vraiment en profondeur dans ces pensées. Et j'ai essayé d'analyser effectivement. Bien sûr. J'ai réussi, mais après d'y retourner et d'aller encore plus profond, j'étais un peu face à un mur. Un peu fatigué, ouais. Non, c'est comment aller au plus profond de ce que j'étais déjà. Vous ne pouvez pas aller plus loin, il faut attendre. Il faut être très patient dans la méditation. Vous arrivez à un certain seuil, c'est comme en plongée, je suppose. Ouais, voilà, et après, c'est pas la peine d'aller plus loin. Profond, en fait. Non, mais c'est pas grave. On peut pas attendre. Faut pas non plus se mettre trop de mais c'est difficile de réfléchir, en fait. Mais ça fait rien, ça fait rien. Bien sûr que c'est difficile. C'est difficile. C'est pas facile. On n'a pas l'habitude forcément de concentrer sa pensée comme ça sur un seul point et à suivre le même cheminement de pensée. Ça demande beaucoup de contrôle, beaucoup de patience aussi. Et là où on arrive, faut se réjouir. Pour l'instant, on arrive là, c'est très bien. On ne sait pas si on peut aller plus profond ou pas. De toute façon, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc, on en est arrivé là. Et puis, bon, autant en être satisfait, quoi. C'est déjà bien par rapport
peut-être dans notre état où si on n'avait pas fait du tout. Donc il faut... La réjouissance, c'est oui, j'en ai pas trop parlé, mais je peux peut-être en parler un petit peu maintenant. Merci de m'y faire penser. La réjouissance est un élément extrêmement important dans la méditation. C'est-à-dire quand on termine sa méditation, et Geshe-Loden nous le fait faire chaque fois qu'on fait une méditation ici, c'est se réjouir de ce qu'on vient de faire. C'est quelque chose qu'on ne fait pas spontanément, parce qu'on a l'impression qu'on n'est jamais assez bon, qu'on va jamais assez profond et tout ça. Mais peu importe, en fait. Parce que ce qu'on vient de faire en 10 minutes, tout ça, c'est quand même c'est remarquable. Disons. Ça veut dire qu'on a essayé, avec nos capacités, d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on fait d'habitude. Et ça, c'est une source de joie. Donc, il faut s'en réjouir. Cette réjouissance, ça permet justement de débloquer aussi pas mal de tensions et de se donner en fait de l'énergie pour continuer. Donc, c'est très, très, très important la réjouissance à la fin d'une méditation. Essayez, si vous y pensez, avant de terminer votre méditation, quand vous faites la dédicace, ou un peu avant la dédicace, de vous réjouir de ce que vous venez de faire. Alors, dans le jargon bouddhiste, on dit qu'on a ainsi accumulé un grand mérite. Un mérite, c'est quoi le mérite? C'est de l'énergie positive. On a créé de l'énergie positive, et cette énergie positive, c'est notre carburant, en fait. C'est notre carburant qui va nous permettre non seulement d'aller mieux, mais aussi de mieux fonctionner dans nos relations avec les autres, et donc d'apporter du bonheur, ou de la paix, ou quoi que ce soit, des choses positives aux autres. Et on dit même qu'on peut se réjouir, donc non seulement de ce qu'on a fait, mais de ce que les autres font aussi. C'est-à-dire que là, on est nombreux, on a un certain nombre, on fait tous la même chose, on fait tous le même travail. C'est ça qui est formidable, c'est qu'on est comme un groupe ici, chacun fait fait sa part, et donc il y a comme une énergie collective, comme ça, de groupe, qui est créée, et qui apporte encore plus de mérite à notre pratique. C'est vrai que c'est bien de méditer en groupe. Je me souviens Geshe Tengi, là, qui n'est plus là, mais qui est encore là, disait toujours, quand vous pratiquez en groupe, parfois on n'a pas envie de pratiquer en groupe, on a envie de rester chez soi tranquille, et puis parce que le groupe ça peut être dérangeant, j'en sais rien. Il disait, mais vous vous rendez pas compte, quand vous pratiquez en groupe, c'est comme si vous nettoyez une pièce. Si vous êtes tout seul à nettoyer un endroit, ça va mettre du temps. Si vous êtes 50 à nettoyer ou à 10, ou 10 à nettoyer, ça va aller beaucoup plus vite et ce sera beaucoup plus propre. J'aimais bien cette façon de voir les choses. Et donc, faut penser à ça, donc justement, que se réjouir de toutes les actions positives que font les êtres vivants, humains, ou dans le monde. Pas forcément des grands êtres extraordinaires, des bodhisattvas qui, par le pouvoir de la prière, peuvent faire des choses absolument incroyables, mais aussi les êtres humains, avec leur petit niveau, qui aident les autres, qui ont des attitudes de solidarité, ou fondées sur la bienveillance et sur l'amour d'autrui. Et ça, de penser à ça, justement, ça apporte de la réjouissance, et ça va vraiment dans le sens de notre nature de Bouddha. Donc, quand vous voyez que, si ça bloque au niveau, bien sûr, de la méditation analytique, c'est un peu normal. On travaille avec notre esprit. Et Lama Yeshe disait aussi qu'on ne peut pas se changer, on n'est pas des champignons. C'est-à-dire, un champignon, ça naît pendant la nuit, ça grandit pendant la nuit, c'est pratiquement spontané, ça pousse, et en une journée, alors qu'on était passé dans un endroit où il n'y avait pas de champignons, le lendemain on passe, il y a un gros bolet. Et qui est apparu comme ça très vite et qui a poussé d'un seul coup. Mais nous, notre esprit, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas attendre, espérer que notre esprit va tout de suite se modifier, changer et être exactement comme il faudrait qu'il soit pour pouvoir méditer. C'est pas possible. Ça vient simplement avec le temps. Et les Tibétains recommandent justement aux méditants de ne pas vouloir être trop pressés. Mais d'y aller toujours lentement, lentement. C'est d'ailleurs le premier message, je me souviens, que les Lama tibétains nous disaient quand ils sont arrivés en Occident. À nous, occidentaux, on veut que ça aille vite, quoi. On est habitué à ce que les choses aillent vite et rapidement. On n'a pas envie d'attendre. On a envie que ça... C'est
c'est le truc, la génération du café instantané. Hein. On a envie que ça aille vite, quoi. Bon, et eux viennent d'une culture où justement c'est pas comme ça. Ils sont plus en phase avec leur esprit. Ils voient bien que les choses ne vont pas aussi vite et qu'il faut être patient. Hein. Et les Indiens recommandent justement dans la méditation, ils recommandent d'avoir l'attitude de l'éléphant qui avance petit à petit, à son rythme, tranquillement, mais qui va jusqu'au bout. Ça va lui prendre le temps qu'il faudra, mais il ne s'arrête pas. Il a toujours cette détermination à avancer, alors un pas après l'autre. Ça ne va pas vite, mais il y a la résistance et c'est continu. Et il ne faut surtout pas être comme le lièvre. Le lièvre qui va aller à toute vitesse, et puis il va d'un côté, puis après il va de l'autre, après il va devant, il va derrière, finalement il ne bouge pas de place. Et il a fait tout le tour comme ça de son terrier, il est allé dans tous les endroits, et il revient au même endroit. Donc il va nulle part, parce qu'il essaye voilà, il est trop agité pour ça. Donc voilà, il est recommandé d'avoir l'attitude de l'éléphant qui avance pas à pas et tranquillement, sans vouloir aller trop vite. Donc la méditation, c'est ça, ce genre d'attitude qu'il faut avoir. C'est-à-dire se réjouir de ce qu'on vient de faire, être content du peu qu'on en a obtenu, mais en tout cas, c'est toujours un pas de plus sur l'éveil. Un pas d'éléphant peut-être, mais c'est un pas de plus. Un pas sûr, en tout cas, hein, quand on médite comme ça. Voilà, donc après, aller en profondeur, ça ira tout seul. Un jour, on sera, je ne sais pas pourquoi, les conditions seront plus favorables, et hop, on va percevoir des choses vraiment qu'on n'avait pas perçues avant, et ça va donner une sensation, un ressenti, qui va nous envahir le cœur, et on va rester voilà, dans ce ressenti. Parfois, il ne se passera rien. Parfois, il ne se passe rien. Rien du tout. On est dans la méditation, on essaie de générer des pensées. C'est laborieux, ça ne vient pas. Ok, on accepte. Ça aussi, c'est un élément extrêmement important de la méditation, c'est d'accepter. Accepter ce qui se passe. Accepter tout ce qui se passe. Que ça soit bon, que ça soit mauvais, que ça soit agréable, que ça soit désagréable. Ne pas juger. Hein. Ça, c'est le critère essentiel. Hein. Ne pas juger sa méditation. Ne pas se dire « Oh là 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 là, qu'est-ce que je médite mal, j'arrive pas à méditer, c'est pas pour moi, là là là, c'est pour les Asiatiques, je sais pas, c'est pas pour moi, c'est pas bon. » Tout le monde peut méditer, hein. Il n'y a pas à se trouver d'excuses, quoi que ce soit, ça marche pas. Simplement, donc, voilà, c'est notre ego qui résiste, qui aimerait qu'on soit plus comme ci et moins comme cela. Et voilà, mais c'est des idées préconçues, ça sert à rien. Hein, c'est juste donc d'être pas le jugement, accepter tout ce qui s'élève, accepter tout ce qui arrive, le bon comme le mauvais, et continuer d'avancer. Ça, c'est les éléments très très importants pour méditer, pour franchir les obstacles. Donc, pas de panique si vous n'arrivez pas à faire une séance de méditation analytique voilà, extraordinaire. Pas grave, la prochaine, elle sera sans doute très bonne, ou pas, mais bon, peu importe. Et on s'en rend compte quand on fait la retraite l'été ensemble, pendant où on passe une semaine, et où justement on rentre plus en profondeur dans ces analyses-là. Et on voit que y a les séances ne se ressemblent pas. Il y a une séance où on est bien concentré, tout va bien, wow, on se dit super, la prochaine ça va être encore mieux, je vais vraiment en profondeur, ça va bien. Puis la deuxième, c'est horrible. On n'a qu'une envie, c'est de partir. Il n'y a rien qui se passe, on s'ennuie. Le voisin, il fait du bruit, on a chaud, ça sent mauvais. Enfin, je sais pas. Plein de trucs qui nous dérangent, qui nous perturbent. Et ça ne marche pas. Le lendemain, après la session suivante, on n'a même pas envie de venir. On se dit, bon. Et là, c'est là où c'est important, en retraite, justement, de venir à toutes les sessions, de ne jamais sauter une session. Parce que même si la session a été minable, la session d'après, vous ne savez pas ce qui va se passer. Et c'est souvent comme ça, d'ailleurs. On n'a pas envie de venir, on n'a pas envie de s'asseoir, on n'a pas envie de faire encore cette gymnastique mentale. Mais si on commence, on ne sait pas pourquoi, il y a un truc qui va se passer et peut-être on va avoir une super méditation, sans juger. Voilà. Mais on a tous cette tendance à vouloir juger, quoi. C'est un peu normal, quoi. À juger son travail, à juger ses capacités, à juger
Voilà. Et le problème, c'est qu'on le fait aussi par rapport aux autres. Alors ça, c'est un peu à éviter quand même, parce que vous ne savez pas comment les autres méditent. Mais on a toujours l'impression qu'on voit, comme si on était clairvoyant, quoi, si on voyait ce qui se passe dans leur tête. En fait, non. On a l'impression que tout le monde médite bien, sauf nous. On ne peut pas voir. Exactement, exactement. Ça ne va pas nous aider, hein, sûrement pas. Ne pas, ouais. Oui, donc, est-ce qu'il y a d'autres idées, d'autres questions, d'autres partages par rapport à votre expérience pendant la méditation? Donc, l'impression, oui, vraiment, de ne pas vraiment aller suffisamment en profondeur. Mais bon, ça viendra avec le temps. Et ce qui va vous aider à aller en profondeur, c'est la concentration aussi. C'est surtout ça aussi. Plus vous allez travailler les deux à la fois, la concentration va venir aider l'analyse. Et l'analyse aussi va aider aussi à la concentration. Les deux s'aident mutuellement, comme ça. C'est complémentaire. Donc la concentration va pousser votre analyse. Autre chose sur Zoom? Non? Oui? Attends, le micro. La petite lumière verte. Si on médite en pensant à quelqu'un qui souffre dans le bouddhisme, est-ce que c'est considéré oui. Est-ce qu'on considère que cette personne peut ressentir les bienfaits de notre méditation ou pas, l'énergie, l'intention ou pas du tout? Je ne sais pas si elle peut les ressentir, mais si vous pensez qu'elle les ressent, c'est pas mal, c'est bien. Ok. Hein? Je sais pas, on ne sait pas si elle va les ressentir. C'est difficile à savoir. Hein? Mais si vous pensez que ça lui fait du bien, que ça lui apporte quelque chose, c'est bien pour vous, déjà, et c'est sûrement bien pour l'autre aussi. Donc ça, c'est une méditation qu'on peut faire aussi. C'est une méditation analytique aussi, où on développe la bienveillance, on développe l'amour, on développe la compassion, et on peut le faire, bien sûr, avec des gens qu'on connaît, mais il ne faut pas non plus le faire qu'avec des gens qu'on connaît. Hein. Sinon, ça reste un peu trop fermé comme attitude. C'est bien, hein. Mais on peut commencer par soi aussi, déjà. Hein. Développer la compassion, ça commence par soi. Hein. C'est déjà voir quels sont nos problèmes. Hein. Et c'est déjà en prendre conscience. Avant de vouloir résoudre les problèmes des autres, c'est quand même bien de prendre conscience de ses propres problèmes. Et ça permet justement d'accepter. Et ça permet aussi de mieux comprendre le problème de l'autre. Hein. Parce que dès qu'on a... je sais pas, si on est passé par un certain état difficile, de difficulté, tout ça, quand on voit d'autres personnes qui ressentent la même chose, qui passent par les mêmes épreuves que nous, par lesquelles on est passé, que ce soit un divorce, que ce soit une séparation, que ce soit, je sais pas, voilà, un décès, tout ça, on a plus d'empathie automatiquement pour l'autre personne. Parce qu'on l'a ressenti déjà. Hein. Donc il ne faut pas hésiter déjà à aller en soi, en regarder en soi, quelles sont nos souffrances, hein, quelles sont nos difficultés, quelles sont nos peines, et envoyer à cette personne qui est nous-mêmes, en fait, de l'amour, de la sympathie, de l'amitié, parce qu'on en a besoin. Hein. On en a très, très énormément besoin. Et après, bien sûr, ça, on peut le faire avec d'autres personnes dont on ressent les difficultés. Hein. C'est sûr que si on a eu une expérience douloureuse, c'est plus facile d'entrer en empathie, en compassion avec une personne qui a la même souffrance. Hein. Si par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui a un problème d'addiction à la drogue, par exemple, si vous n'avez jamais connu ça, cette addiction, ça va être difficile de comprendre sa souffrance. Hein. Si au contraire, vous-même, vous avez été sujet à des addictions fortes aux drogues, vous allez comprendre ce que vit cette personne, la difficulté qu'il ou elle a à s'en sortir, et combien on retombe dans les mêmes, dans les mêmes travers, que c'est une expérience extrêmement douloureuse, et vous allez le ressentir vraiment dans le cœur, quoi, parce que vous l'avez vécu.
Donc, il ne faut pas hésiter à revenir d'abord sur soi-même dans la méditation. Toute méditation commence par soi-même, je dirais. Tu vois, un peu. On part de là où on en est, et après, on développe cette empathie vis-à-vis de ses proches. C'est ce qui est recommandé vis-à-vis de ceux qu'on aime, les personnes avec qui on a envie de faire du bien, mais pas seulement. Il faut aller encore plus loin que ça. Et il faut penser aussi aux êtres qu'on ne connaît pas vraiment bien, mais qui n'ont pas l'air peut-être de bien aller, qu'on rencontre, qu'on croise, comme ça. Et jusqu'à, après, inclure dans sa méditation des gens avec qui on a des difficultés. Dans son travail, des supérieurs ou pas, ou des gens avec qui on a du mal à dialoguer, à entrer en communication, essayer aussi de... Voilà. Donc, il faut inclure, travailler sur l'équanimité en même temps de personnes. Donc, ça, c'est une méditation analytique, effectivement, à faire. Tonglen, c'est ça, ce qu'on appelle prendre et donner. C'est un niveau très, très élevé, ça, justement, de pouvoir vraiment le faire. On ne sait pas si on arrive vraiment à le faire à notre niveau à nous, mais bon, peu importe. C'est une technique de prendre sur soi la souffrance de l'autre, imaginer qu'elle élimine complètement notre noyau dur d'égoïsme qui est en nous, et que de là parte de la lumière et qu'on peut offrir aux êtres beaucoup d'amour et de compassion. Ça, c'est une méditation analytique. Autre. Ça me fait penser à vous dire aussi, il y avait une question hier, je ne sais plus qui est-ce qui me l'a posé, une question très pertinente, c'était par rapport à l'ordre des méditations. Est-ce qu'il fait, par exemple, si vous avez le livre de Kathleen MacDonald, je l'ai pas, elle donne tout un tas de méditations. Alors, quelqu'un me disait, est-ce qu'on peut piocher au hasard et prendre n'importe quelle méditation Est-ce que c'est bon de faire ça Je dirais, au début, c'est pas mauvais. Simplement pour avoir une petite connaissance, prendre connaissance de toutes ces diverses méditations. Après, quand on va commencer à vraiment avancer sur le chemin, c'est bien d'y aller plus progressivement et de rester pendant un certain temps sur la même méditation. Après, et ensuite passer à une méditation un peu pas forcément supérieure, mais qui est à un autre niveau sur la voie. Et ça, on le verra à partir de la prochaine fois, justement, comment aller graduellement dans les méditations. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut être trop rigide, et que toujours faire la même méditation. De temps en temps, vous aurez peut-être besoin je sais pas, vous avez un ressenti d'amour, de compassion, voilà, et vous aurez envie, même si c'est pas le sujet du mois, par exemple, de cultiver cet amour et cette compassion et de faire une méditation qui porte là-dessus. Faut pas non plus vous mettre dans une camisole de force. C'est pas ça non plus la méditation. Mais on va dire qu'il y aura pendant tout ce cursus, il y aura à chaque mois une méditation qui sera préconisée et qui sera votre méditation principale. Mais ça ne veut pas dire que les autres sont interdites. Mais ce sera votre méditation principale. Normalement, dans la tradition tibétaine, comme ça se faisait dans les monastères et tout ça, les étudiants, les élèves, les moines, ils restaient sur la même méditation sur un point de la méditation. C'est, par exemple, là on a vu la précieuse en existence humaine, on a vu le premier point, sur les enfers, par exemple. Leur maître leur disait, vous allez méditer 1 mois sur les enfers. Le premier point. Et donc, une méditation sur la précieuse existence humaine, ça leur prenait 1 an à peu près. Et une fois que vous aurez médité sur le premier point, à ce moment-là, peut-être on passera au deuxième, on verra. Et ainsi de suite. Il faut être patient. Faut vraiment... et ainsi de suite. Comme ça, ils y allaient point par point, en rentrant vraiment dans chacun des points. Non, si je vous demande ça, il n'y aura plus personne le week-end prochain. Je pense. C'est même pas la peine. Simplement de garder cette première méditation, donc on fait sur la précieuse existence humaine, qui va être notre méditation de base. Mais si on attend d'avoir vraiment une réalisation de ça, on risque de rester très longtemps, plusieurs années, sur cette même méditation, et les autres, vous ne les ferez jamais. Donc c'est un peu dommage quand même, je trouve. Donc, dans la tradition tibétaine, ils disent qu'il y a des méditations qui sont plus difficiles que d'autres à réaliser. C'est-à-dire, à réaliser, ça veut dire à vraiment intégrer en soi-même. Il y en a qui sont vraiment difficiles. Et ces méditations, si on attend vraiment de les réaliser pour pouvoir passer à la suivante, on va perdre beaucoup de temps. Donc, on peut, dans certains cas, faire plusieurs méditations en parallèle.
Les Tibétains, ils disent, c'est comme, au lieu de semer une graine, on en sème plusieurs. Comme ça, on est sûr qu'il y en aura qui pousseront, qu'il y aura des plantes qui pousseront. Hein. Donc, on garde une méditation de base, et ça n'empêche pas que de temps en temps, on ait envie, grâce au livre, de faire une méditation sur la vacuité, par exemple, ou sur la compassion. La compassion et la vacuité, vous pouvez les mettre avec toutes les méditations. Hein. Voilà. Oui. Le micro. Donc voilà, ne soyez pas trop, rigide hein, non plus. Hein. Mais bon, donc il y aura quand même une méditation, des méditations successives. Hein. Et c'est ça la voie pour l'éveil. Hein. C'est une voie graduelle qui nous mène jusqu'à l'éveil. Et on n'inverse pas on met pas la charrue avant les bœufs. Quoi. Voilà. La question était, est-ce qu'on ne doit méditer que sur des choses vertueuses, l'amour, compassion, bienveillance, ou on doit aussi méditer sur les perturbations mentales, colère, ignorance, etc., afin de les atténuer, de les faire disparaître. Exactement. Donc là, très bonne question, merci. Aussi, une chose que je voulais vous dire, très importante. Donc, une méditation analytique, là, on prend des sujets de méditation qui font partie de la voie, qui font partie du Lamrim, mais en même temps, dans votre vie, vous allez rencontrer des difficultés. Bon, on va prendre la colère, par exemple. Il y a quelqu'un qui vous énerve au travail, et vous revenez le soir, vous vous sentez pas bien parce que vous avez des pensées agressives de cette personne, vous vous sentez mal. Ben, vous utilisez ça comme méditation. Vous essayez de voir pourquoi, par exemple, vous prenez 10 minutes de méditation, ce sera une méditation analytique sur la colère. Vous n'allez pas développer la colère, vous allez au contraire l'apaiser. Vous allez essayer de la comprendre, de comprendre pourquoi elle apparaît, qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer d'avoir une relation plus positive avec cette personne, peut-être, essayer de la voir sous un autre angle. Si vous êtes en colère contre quelqu'un, c'est parce que cette personne a fait peut-être une seule chose qui ne vous a pas plu, et cette chose, vous l'avez grossi énormément, et ça c'est devenu une fixation mentale, et on reste coincé là-dessus. Donc si vous dégelez un petit peu cette fixation mentale en essayant de voir que cette personne a d'autres aspects, par exemple, c'est ça la méditation analytique, c'est de voir pas un seul aspect d'un problème ou d'une question, comme là on l'a fait avec la précieuse existence humaine, c'est de voir tous les aspects. Et donc de voir que cette personne a sûrement des qualités aussi, qu'elle n'est pas aussi mauvaise qu'on voudrait le croire, hein, ou qu'on se le fait croire. Hein. Et donc il faut amener l'esprit, il ne voudra pas au début, hein, parce qu'il est persuadé qu'il a raison. Hein. Donc il faut l'amener petit à petit à essayer de voir et d'accepter d'autres défauts, qui ne sont pas forcément des défauts de cette personne, pour essayer de transformer ces défauts en qualités, de voir que cette personne a des qualités, et que ça peut peut-être changer les choses. Hein. Une personne qui semble être un ennemi maintenant pourrait devenir un ami. Ça arrive souvent. Hein. On rencontre des gens, on ne les aime pas du tout au début, et puis ça devient des meilleurs amis, parce qu'il s'est passé quelque chose. Hein. Donc c'est ça, dans sa méditation, il faut amener des situations comme ça, un peu, pas forcément agréables, hein, des situations tendues, hein, des situations difficiles, et essayer. Il ne faut pas faire que ça non plus, hein, mais quand il y a besoin, hein, parce que bon, avoir une mauvaise relation avec quelqu'un, c'est pesant, c'est lourd, et on a envie de faire passer à autre chose, quoi, quand même. Ça peut durer des années, alors on n'a pas trop envie que ça dure longtemps, donc c'est bien si on arrive à résoudre le problème. Et là, il ne faut pas attendre. Donc ça, c'est pour la colère, par exemple. Donc on peut utiliser l'agression, la colère. On peut utiliser l'attachement aussi. Si on est très attaché à quelqu'un, au point où on n'arrive pas à supporter que cette personne soit absente pendant 5 minutes, ça peut être son enfant, ça peut être un conjoint, ça peut être... Voir que cette relation, elle n'est pas saine, quoi. Hein. Elle amène beaucoup de souffrance, alors qu'on a l'impression que c'est... peut-être positif, mais non, en fait, parce qu'on est toujours agité, on est toujours tendu, on est toujours un peu nerveux, un peu angoissé, on est dans la peur de perdre l'autre, peur qu'il lui arrive un accident, enfin, je sais pas, quoi, plein de choses comme ça. Et cette relation d'attachement, elle fait souffrir. Elle fait souffrir soi-même, déjà, elle fait souffrir l'autre qui fait partie de la relation. Donc ça aussi, il faut l'analyser. Voilà. Je ne sais pas si j'ai pas eu une bonne écoute hier, mais ça fait partie de
de la méditation analytique, je suppose. Est-ce que tu nous as expliqué le chemin qu'il faut prendre pour arriver à ce résultat, ou c'est nous qui devons trouver pendant la méditation le chemin, c'est nous qui devons inventer ce chemin? Le canevas que je vous ai donné, que je vous ai montré, c'est un canevas, c'est comme un parcours. C'est un parcours avec différents arguments que vous pouvez amener sur chacun des points. Et en suivant ce parcours, vous allez arriver à une conclusion, forcément. Ce que le parcours, il est à suivre, tel qu'il est donné dans le canevas. Vous l'aurez, le canevas. On l'aura. Oui. Vous l'aurez. Ça sera votre sujet de méditation, donc il faudra le suivre. Mais ce qu'il faut pas le suivre non plus de manière trop sèche. C'est ça que je voulais dire. Mais en amenant chaque fois de votre vécu dedans. Là, vous pouvez amener des choses personnelles sur les points qui constituent le parcours. Faut pas créer le parcours parce que vous risquez de partir à droite, à gauche. Ce sera pas forcément là où vous devez aller. Il faut arriver à la bonne conclusion, quoi, si tu veux. Si tu arrives à la mauvaise, t'as fait fausse route. Donc là, il faut suivre le parcours, mais dans ce parcours, il faut utiliser toutes nos ressources, en fait, intellectuelles, affectives, toute notre expérience, toutes nos expériences, qui peuvent alimenter ce jugement, notre analyse, dans le sens de ce parcours. C'est-à-dire, on n'invente pas le parcours, mais on invente tout le reste, tout ce qu'on met dedans. Comme quand on se balade, quand on fait une promenade dans les bois, ou je sais pas, on suit une trajectoire, on suit un sentier balisé, et suivant notre expérience, ou notre karma, ou la personne avec qui on est, on va rencontrer des choses différentes, qui vont nous faire penser à ceci, à cela, mais on va arriver tous au même point, mais on n'aura pas fait exactement le même voyage. On n'aura pas vécu exactement la même chose, parce qu'il y aura eu des impressions différentes, voilà. Donc il faut faire avec ça. On suit la même voie, mais avec ce qu'on est, chacun avec ce qu'il est. Ça y est, dans le bouquin. Quel bouquin? Que tu as présenté. Ah oui, Kathleen MacDonald, oui, elle donne beaucoup d'explications. Dans le petit? Il y a beaucoup de choses, mais je sais pas si ça y est, si je peux pas te dire si ça y est exactement. Si t'as pas d'ordinateur, tu peux acheter le livre Comment méditer. Là tu as beaucoup d'explications. Hein? Non, le canevas, c'est moi qui vous l'envoie. Ah oui, tu n'as pas d'ordinateur. Eh bien, tu le trouveras dans un petit livret qui est à la boutique qui s'appelle, tu demanderas à Clotilde, s'appelle Méditation sur la voie progressive. Il y est dedans. Quelqu'un me l'a montré ce matin. Qu'est-ce qu'il me l'a montré dans le... C'est toi, non? Non, c'est pas toi. Qui me l'a montré, qui m'a dit justement la traduction n'est pas bonne. C'est toi, hein? Et dans quel livre tu l'as trouvé? Du week-end précédent. Voilà, d'accord, c'est ça. Je sais plus, à force de... Les livres, je les mélange un peu. Ouais, c'est dans le... Voilà, c'est ça. C'est dans l'esprit et son potentiel. Si tu as le petit fascicule, là, tu vas retrouver cette méditation. Mais sinon, il y a un petit livret à spirale qui est à la boutique. Il n'en reste pas beaucoup, mais on va en commander d'autres, où il y a toutes les méditations de la voie progressive. Et là, il y a tous les canevas. Tous les canevas à suivre. Mais c'est des canevas. C'est-à-dire, c'est à vous de les alimenter. Hein? C'est à vous de les alimenter. C'est juste des lignes directrices. Ah oui, le micro. Pour revenir aux pensées perturbatrices, des fois, on expliquait que quand on a des idées négatives, on peut méditer dessus, mais on peut se retrouver face à une personne qui est réellement mal intentionnée. Donc comment méditer du positif alors qu'on est à terre, on va dire, par une personne mal intentionnée, réellement. Il y a les personnes mal intentionnées. Voilà, quelqu'un, je sais pas moi, je donne l'exemple, un meurtrier, un violeur, comment méditer là-dessus C'est difficile. On ne peut pas trouver des qualités à ce genre de personnes, toujours sans juger, mais non, bien sûr. Justement, c'est délicat de ne c'est pas délicat. juger et de méditer sur ce genre de situation. En fait. Mais il faut voir aussi ce que ça vous amènerait de continuer à alimenter des pensées de haine
vis-à-vis de cette personne. Pas forcément de la haine, mais si quelque chose nous atteint profondément Voilà. de la part d'une personne réellement mal intentionnée. Ouais. Donc on essaie de méditer pour réfléchir à la situation. Ouais. Si la personne réellement elle est là pour faire mal et pour... comment nous changer ses pensées ou ses idées de plus positives. Enfin, c'est délicat. Il y a plein de méthodes, justement, dans le bouddhisme. C'est délicat. Il y a plein de méthodes. Développer de la bienveillance pour cette personne, de la compréhension, peut-être de la compassion, peut-être de l'amour, peut-être du pardon. Des choses qui vont vous aider, vous aussi, hein, à surmonter cette situation. Parce que sinon, vous restez dans un état... On n'est pas dans la compassion envers la personne, c'est pour se sauver, entre guillemets, c'est sauver soi-même, pour apaiser ses propres pensées. Ça a un effet sur les deux. Ouais. Ça a un effet sur les deux. Et ça, c'est délicat. Hein. Il n'y a pas de recette immédiate comme ça. C'est chacun aussi qui, en fonction de ses propres constituants... L'amour envers quelqu'un qui a vraiment fait du mal à... Oui, je sais. Ouais. À quelqu'un ou une autre personne qui nous touche, c'est difficile. C'est difficile, ouais. C'est peut-être déjà aussi repos. Alors, c'est très difficile, oui, bien sûr. Mais ça fait partie de la voie. Si ça vous arrive, ou si vous êtes confronté à cette situation, c'est pas non plus un hasard. Le hasard n'existe pas hein, dans le bouddhisme. Oui. Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de méditer positivement. Sinon, développer des pensées négatives, ça va vous amener à rien. Donc vous êtes obligé de transformer votre esprit, plus ou moins. En essayant de voir, ça va vous faire du bien. Ça va peut-être pas changer la situation extérieure, mais ça va vous éviter, vous, de vous enfoncer dans des états négatifs qui ne vous apporteront, sur le moment déjà, qui vous seront nuisibles, parce que, bon, vous allez vous être mal. Et à long terme, c'est les états négatifs qui constituent un sillon que vous continuez à creuser, des tendances que vous continuez à creuser. Et là, ça ne l'amène pas vers le bonheur, ça amène vers la souffrance. C'est sûr que c'est pas facile. Et Ah ben, je suis bien d'accord que c'est difficile à trouver. Par rapport à ça, je me disais peut-être qu'on pourrait considérer que l'autre qui nous fait mal, il est déjà lui-même en souffrance, en fait. C'est pour ça que le fait de reconnaître que l'autre est en souffrance, ça peut nous aider peut-être à trouver un espace déjà un peu plus serein pour pouvoir pratiquer. Je sais pas. De toute façon, ça aussi, c'est une méditation analytique que vous pouvez faire là-dessus. Et c'est à vous de trouver des arguments qui vont vous apaiser. Hein. Donc, comme dit Tiana aussi, cet argument-là, par exemple, que l'autre est en souffrance, ou je sais pas. Il peut y avoir plein de choses. Mais ça, on va les voir. Hein. En 2 ans, vous allez en voir des arguments. Patience. C'est sûr. Mais si c'est des situations... Bon, en ce moment, c'est difficile on n'est pas dans cette situation. Hein. Donc, c'est difficile d'en envisager. Mais quand cette situation, si elle arrive, effectivement, c'est bien d'avoir des outils pour réagir. Hein, et réagir de manière saine, pour soi et pour l'autre. Et ça, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. Mais on aura des choses, on aura des méditations analytiques sur la souffrance. Vous en faites pas. C'est le sujet principal du bouddhisme. La vérité de la souffrance. Ça viendra. Pour l'instant, on se réjouit d'avoir une précieuse existence humaine. On pense à ça. Il y avait d'autres questions? Sur Zoom, vous pouvez intervenir aussi. Hein. Peut-être que le fait de dire effectivement que la personne est en souffrance, on peut accepter cette souffrance. Mais est-ce que aussi le fait peut-être de lui dire que malgré son comportement, nous, on a beaucoup de compassion pour elle. Et ça peut marcher. Oui, exactement. Ça ne marche pas tout le temps. Non, ça ne marche pas tout le temps. Mais ça peut marcher. Mais simplement le fait de le lui dire à nous, ça peut aussi nous apaiser. De lui dire, on a de la compassion, c'est bon. Oui, ça dépend comment c'est dit, ça dépend comment c'est fait, ça dépend de plein de choses, plein de circonstances. Et je pense que ça dépend de l'attitude qu'on a aussi, si elle n'est pas trop hautaine. Faut être très, très, très psychologue. Ça peut. Bon, enfin, on n'est pas là, hein, on n'en est pas là, hein, d'accord? On est dans la méditation, on n'est pas en train de faire face à ce genre de problème. Ok? Oui, chaque chose en son temps. Ça viendra. Je vous souhaite pas. Ouais. Question sur Zoom. Oui, Christophe sur Zoom. Ouais. Christophe. On
on m'entend, c'est la question que je me pose. Au début de la méditation, quand on fait la purification, derrière, il y a une... Alors, je vais parler de choses que je ne connais pas et je ne comprends pas forcément. Il y a une espèce d'ouverture des chakras avec des bouillonnements et des couleurs associées. Et pendant la méditation analytique, il y a des changements de couleurs, enfin d'intensité des couleurs plutôt, et de changement d'intensité des bouillonnements. Et ma question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on utilise en fait ces couleurs, ou est-ce qu'on laisse aller, on fait un peu observateur et puis on fait... Vous laissez aller, vous ne vous intéressez pas à ça. Ne vous concentrez pas là-dessus. Là, vous rentrez dans un territoire un peu difficile, que vous ne connaissez pas. C'est pas la peine d'y entrer. C'est pas le sujet de ce genre de méditation. Le sujet de la méditation, c'est le sujet, l'objet de méditation, c'est ce qu'on doit, sur quoi on doit méditer. Et tout ce qui est extérieur à ça, sont comme des pensées parasites. Que ce soit des sensations, que ce soit des images, que ce soit des couleurs, que ce soit des choses agréables ou pas, on s'en occupe pas. On reste concentré sur son objet de méditation, que ce soit le souffle ou que ce soit une méditation analytique. Et on considère que tout le reste, ce sont des perturbations. Ce sont des choses c'est pas des choses à suivre. Où est-ce qu'on va aller si on suit ça? On sait pas. C'est pas le but de la méditation. Donc il faut surtout pas. C'est comme des voies de garage là que vous prendriez et qui vous amèneraient, vous savez pas où. Moi je sais pas non plus d'ailleurs. Donc à notre niveau à nous, comme on connaît pas ce territoire, que c'est un peu qu'on n'a pas de guide pour nous y emmener dans ce territoire, il vaut mieux pas y aller et essayer juste de rester là où on doit aller, sur le chemin, sur la voie qui est sûre et tranquille. Et le reste, bon, ça peut être, ce sont des perturbations, ce genre de choses. Il peut y avoir des tas de perturbations. Vous savez, quand le Bouddha, juste avant d'atteindre l'éveil, quand il était assis sous l'arbre de la Bodhi, il y a eu des tas de visions de demoiselles qui venaient essayer de venir de le séduire, ou des démons qui venaient le perturber, plein de choses, des choses effrayantes, des choses agréables, pour lui faire justement quitter sa méditation, pour qu'il abandonne sa méditation et qu'il reste dans le samsara. Et donc c'est un peu ça aussi, qui peut s'arrêter. Suivant nos constituants psychiques ou autres, on peut avoir des tendances, avoir des couleurs, avoir des sensations. Est-ce que c'est les chakras qui s'ouvrent? Est-ce qu'ils se ferment? Est-ce que les canaux se débouchent? Est-ce qu'ils se bouchent? On n'en sait rien. Qu'est-ce qui provoque ça? Peu importe, c'est pas le sujet. C'est le sujet, c'est rester concentré sur son objet. Oui, je sais pas, moi, je n'étais pas là. C'est peut-être des esprits, oui. Peut-être c'était oui. Comme quand Milarepa, dans ses grottes, il voit arriver des esprits. Les Tibétains, pour les Tibétains, dans leur culture, tout ce qui perturbe, ce sont des esprits. Enfin, au Moyen-Âge, en tout cas. Maintenant, ça a évolué. Mais au Moyen-Âge, les perturbations mentales, comme on en parlait, on disait que c'était des esprits, que c'était des démons. Bon. Nous, on dira c'est nos névroses en vocabulaire. C'est la même chose, au vocabulaire de notre siècle. Suivant nos cultures, vous êtes en train de méditer, par exemple, et vous avez des perturbations mentales. Pour nous, on va dire, c'est dans le meilleur des cas, on va dire, c'est de ma faute. Ou parfois, on se dit, c'est parce que le voisin, il bouge trop, ou alors c'est le voisin qui m'envoie ses négativités. Faut que je fasse attention, que je me protège, tout ça. On peut avoir des tas de délires, comme ça. Voilà. C'est pas le sujet, en tout cas. Ouais. J'avais une question sur la forme de la conclusion. Parce que, j'ai bien compris que déjà, il faut se réjouir de cette conclusion. Mais est-ce qu'on... Ou après la conclusion. Oui, après la conclusion, par rapport à l'ouverture ou la fermeté. Enfin, il n'y a pas de conclusion, on va dire, fermée, d'ouverture. La conclusion, c'est laquelle où ce chemin doit vous arriver. C'est le point d'arrivée. Là où vous devez arriver. Il y a un point de départ et il y a un point d'arrivée. La conclusion, c'est le point d'arrivée. Tant que vous n'êtes pas arrivé à cette conclusion, la méditation analytique ne porte pas ses fruits. C'est-à-dire, vous avez essayé de faire une méditation analytique, malheureusement, vous n'êtes pas arrivé à la conclusion. Vous décidez d'arrêter ou d'essayer encore, suivant si vous avez envie de méditer ou pas. Et puis, après la conclusion, quand vous avez atteint cette conclusion, vous vous réjouissez. Mais on ne peut pas la savoir au début. Si. Ce n'est pas les arguments. Il faut se la donner dès le début. Sur le canevas, vous avez la conclusion.
à quelle conclusion vous devez arriver. Hein? Là, la conclusion, c'est de ressentir une profonde joie par rapport à l'existence humaine qui est entre nos mains maintenant. Ça, c'est un aspect de la conclusion. L'autre aspect de la conclusion, c'est d'avoir compris combien elle était rare, qu'on pouvait la perdre à n'importe quel moment, et donc de se réjouir et de la voir maintenant et de se dire il faut que j'en l'utilise à sa juste valeur, que j'en tire le plus grand profit de cette existence humaine, puisque c'est ça la conclusion. Quand vous avez cette conviction profonde que cette existence humaine, elle est entre vos mains, que vous risquez de la perdre et qu'il faut l'utiliser pour en tirer le plus grand profit, vous êtes arrivé à la conclusion. Mais si vous voulez, vous ne pouvez pas. La conclusion, elle est donnée, mais j'ai beau le dire comme ça en parole, le fait de le dire en parole ou de ressentir, c'est deux choses complètement différentes. Hein. Et c'est ça qui va faire que vous allez vraiment transformer votre esprit. Quand ces convictions vont être de plus en plus sincères, hein, parce qu'on pourrait juste lire le canevas comme ça, on dit on arrive là, très bien, formidable, mais vous n'avez rien ressenti. Ça ne sert à rien. Vous n'avez rien fait. Vous avez juste lu la conclusion, mais vous ne l'avez pas ressenti. Vous ne l'avez pas vécu, autrement dit. Et le but de ces méditations analytiques, c'est de vous faire vivre un état. Et si vous ne faites pas ça, vous tombez dans un gros piège, c'est-à-dire que vous allez apprendre, vous allez comprendre toutes les méditations, vous allez les connaître toutes, mais rien n'aura changé en vous, parce que vous n'aurez pas assimilé le processus, et vous ne serez pas arrivé à la conclusion qu'il faut au niveau du ressenti. Vous l'aurez intellectuellement comprise, mais vous ne l'aurez pas ressenti avec les tripes. Et ça, si ce n'est pas acquis, ça, voilà, vous allez tourner en rond, vous n'allez pas changer. Ces méditations analytiques, elles sont faites pour nous changer notre esprit, mais si on ne les fait pas, il n'y a rien qui change. Voilà. Et on perd notre temps, quoi, sinon. On fait une pause ? On fait 20 minutes de pause. On reprend à 4h05.